Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous et à celles et à ceux qui nous regardent en replay grâce à l'enregistrement qui est effectué en direct. Merci à vous cinq. Alors, je dis tout de suite, il y a 5 hommes aujourd'hui avec moi, mais sur l'ensemble de l'après-midi, la parité n'est pas respectée, mais il y a plusieurs femmes et donc c'est pour ça qu'on a conçu que la représentation des femmes était dans cet après-midi et non pas strictement sur cette table ronde. Je vous présente, je commence par 2 hommes à 2 casquettes différentes. Rémi Crochet, qui est président du GNTC, mais aussi PDG de Froidcombi, le spécialiste des approvisionnements et des expéditions de produits frais. À sa gauche, Tristan Zidler, qui est président de la commission ferroviaire du GNTC, que préside Rémi, et qui est aussi directeur général transport combiné Novatrans et Green Modal. Merci d'être avec nous. Olivier Bancel, directeur général client et exploitation de SNCF Réseau. Merci, merci Olivier. Antoine Berbin, qui est directeur général délégué en charge de la multimodalité d'Aropa, le grand gestionnaire d'infrastructures francilien, enfin au-delà de l'Île-de-France d'ailleurs, jusqu'à la Normandie. Et puis Nicolas Giraud, qui est directeur développement et stratégie de RLE, et qui a des supporters dans la salle, manifestement. Voilà. Ou alors vous applaudissez tout le monde, ce qui est plus œcuménique quand même. Alors, la promesse est forte aujourd'hui de ces 45 minutes, c'est justement comment passer de la promesse à l'action s'agissant du multimodal. Alors, souvent on commence les débats par des éléments tangibles, et je vais demander à Rémi Crochet de nous commenter quelques chiffres qui sont tout chauds et qui sont sortis de l'Observatoire national du transport combiné qu'a mis au point le GNTC avec les autorités il y a quelques temps. Exactement, merci. Déjà, j'espère que vous avez apprécié le petit film qu'on a diffusé juste avant, où vous avez pu voir les belles poires du verger qui peuvent être transportées par le report modal. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. Effectivement, l'Observatoire est sorti, reprenant les chiffres de 2025, donc en partenariat avec l'ADEME, SNCF Réseau, VNF, la DGITM, l'ART, SDES et donc le GNTC. Donc ça montre que
le transport combiné rail-route en 2025 a progressé de 4,7% en train-kilomètre et de 3,2% en tonnes-kilomètres. Donc ce sont des bons résultats, même si vous le verrez plus tard, nous n'avons pas encore récupéré nos volumes de 2022, suite notamment aux conflits sociaux que nous avons connus les 3 ou 4 premiers mois de l'année 2023. Par contre, forte chute du transport combiné fluvial, fleuve-route en 2025, puisqu'on a perdu 8,6% de notre activité en EVP transporté sur le territoire français, et qui vont s'expliquer, on en reparlera juste un peu plus tard. Donc, le transport combiné en 2025, ce sont des données de SNCF Réseau. On a transporté 19,2 millions de trains-kilomètres, soit 4,7%, et donc 24 milliards de tonnes-kilomètres, soit 3,2% d'augmentation entre 2024 et 2025. Donc vous notez bien que versus 2022, on est toujours à moins 4,7% d'activité, car il est difficile de récupérer un important conflit social dans la confiance, notamment de nos chargeurs ou de nos transporteurs routiers. Il y a un peu plus de détails qui nous permet notamment de voir que sur l'année 2025, le transport national en ferroviaire s'est vraiment bien tenu, puisque c'est le meilleur résultat depuis 2021. Par contre, l'international a fortement chuté. On doit également l'expliquer par rapport au problème de la Maurienne que nous avons connu. Donc voilà, je n'en connais pas exactement le volume, mais voilà, il faut nuancer ce résultat tout de même. Voilà, donc maintenant on a le fleuve. Donc le fleuve a connu un très bon premier trimestre 2025 et c'est vraiment, j'allais dire, casser la figure sur les 3 autres trimestres. Or ça s'explique, par la situation géopolitique. Ça s'explique par les problèmes douaniers, ça s'explique par la concurrence de la route. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que les 3 derniers trimestres ont été compliqués. De ce qu'on peut voir sur le premier trimestre 2026, les chiffres sont en train de remonter sur le fluvial, donc c'est assez encourageant. Juste peut-être avant de poursuivre avec Tristan, Antoine Berbin, en discutant au téléphone hier ou avant-hier, on se disait que ça ne reflétait peut-être pas les chiffres du fluvial, la réalité en Île-de-France. J'ai l'impression que la dynamique sur l'axe Seine est un peu différente du coup de la dynamique nationale. Nous, on a fait le bilan en fin d'année 2025 de notre premier projet stratégique à Ropaport. Et naturellement, on s'était fixé un objectif sur le report modal. On a fixé comme objectif 20% de report modal pour les flux de conteneurs maritimes au départ ou à l'arrivée du port du Havre. Et on atteint cet objectif en fin d'année 2025. On était parti à 17% en 2021, 2020-2021. Donc on a progressé et cette progression, elle a été soutenue en 2025. Elle s'est confirmée. Effectivement, plus tractée par le ferroviaire que par le fluvial. Le ferroviaire a gagné beaucoup de parts modales. Plus 18% de conteneurs transportés par le fer en 2025 par rapport à 2024. Voilà. Merci à Olivier qui a garanti l'obtention des sillons et a fait fonctionner le réseau pour ça. On a, sur l'ensemble de la séquence 2021-2025, on a doublé en fait le trafic ferroviaire combiné au départ ou à l'arrivée du port du Havre pour les conteneurs maritimes. Voilà. Et le trafic fluvial, lui, a quand même continué à croître en volume. Pas nécessairement en port modal, mais comme nos volumes ont progressé, le fluvial a aussi progressé. Donc c'est 20% à la fin de l'année pour le fluvial plus le ferroviaire sur l'axe Seine, dans une dynamique qui reste positive. Donc il y a une grande disparité selon qu'on envisage l'axe Seine et les bassins dans leur diversité sur l'ensemble du territoire. Je reviens à Tristan Zidler pour la question posée. Qu'est-ce que le GNTC a envie de répondre à cette question? Comment passer de la promesse à l'action? Bonjour à tous, merci Gilles. Oui, on y répond, on croit, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, on croit que ça peut se faire en 3 étapes ou en 3 priorités. La première, c'est de le rappeler, on a tendance souvent à l'oublier. Le report modal, c'est pas un projet, c'est pas une promesse, c'est une industrie, l'industrie ferroviaire, l'industrie fluviale. On doit vraiment raisonner avec nos clients, avec nos parties prenantes.
comme des process industriels. Ça veut dire redorer la fiabilité, de la capacité, et pas uniquement essayer de faire des coups de temps en temps en disant tiens, j'ai envie d'essayer un peu, voir comment ça donne. Non, c'est des engagements lourds, longs et extrêmement vertueux sur le long terme. Voilà. La deuxième chose qui est frappante dans nos métiers, c'est que c'est encore un peu un parcours du combattant. C'est ce que nous disent nos clients, les transporteurs, les chargeurs. Il faut savoir beaucoup de choses quand on veut faire de l'intermodal en fluvial, entre la complexité des ports, la complexité du ferroviaire, connaître les sillons, savoir ce que sont les différentes étapes. Je crois qu'on doit avoir une mission, en tout cas au GNTC, en tout cas ce qu'on se croit également pour Novatrans Green Modal, autour de la digitalisation du service, les one-stop shops, le fait de donner l'information facilement et de manière fluide à nos clients, permettant d'accélérer le report modal. Et enfin, la dernière chose, c'est probablement le sujet dont on parle le plus et qui est le plus facile à appréhender. C'est on a besoin d'investir massivement dans les capacités. Massivement, ça ne se fera pas avec un acteur ni avec l'État tout seul, ça va forcément être des investissements partagés. Les capacités, on en a besoin à plusieurs titres. On a besoin de mettre en œuvre le schéma directeur sur les terminaux. Il y a aujourd'hui dans ce pays, il manque entre 10 et 12 terminaux dans les 4 à 10 prochaines années pour obtenir ce dont on a besoin, à savoir doubler la part modale de 9 à 18%, et également d'investir dans l'infrastructure ferroviaire, sur le fait de développer les capacités du réseau ferré national, et Olivier vous en parlera sûrement. Voilà un peu les 3 étapes qu'on a en tête et les 3 priorités qu'on se fixe au GNTC et dans notre industrie. Merci, c'est très clair, et finalement je vais la laisser à l'écran pendant que Olivier Bancel va nous dire quelques mots, parce que ça peut servir de trame finalement à une stratégie et à des actions de SNCF Réseau. Je rappelle que vous faites la liaison entre la relation client et l'exploitation, ce qui est quand même une nouveauté à SNCF Réseau depuis votre nomination à ces deux responsabilités. Et d'une certaine façon, vous m'expliquiez en préparant cette séance que Réseau avait revisité un peu ses objectifs, ses principes, et qu'il avait abouti à un certain nombre de résolutions et d'engagements envers ses clients, notamment pour mieux correspondre à leurs demandes. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer tout ça ? Oui, on va dire il y a le travail sur le fond et il y a la manière de travailler avec les opérateurs du combiné, les opérateurs du ferroviaire en général. On parle beaucoup de la promesse et l'action. Moi, je voudrais donner quelques preuves. Déjà, aujourd'hui, on est sur un rythme d'un nouveau flux par mois. Voilà, c'est un peu notre credo, notre intention. Et puis, si on s'oblige à réussir ces challenges-là, ça veut dire qu'on en tire des enseignements et on arrive à progresser. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande. Ça veut dire que créer des nouveaux flux, c'est possible. On a parlé des chiffres, Rémi a parlé des chiffres. Nous, bien sûr, on espère qu'ils continueront à aller dans ce sens-là. Et nous sommes convaincus qu'il y a de la capacité pour le faire. Alors, les capacités, on parle beaucoup des sillons, hein, mais nous, on va travailler plus largement sur les sillons, les installations de services, les voies de service, les plateformes multimodales. Et donc, nous avons organisé effectivement une manière de travailler déjà, d'ailleurs, comme l'indique un peu le titre de notre organisation, c'est-à-dire on mêle la relation client et les opérations. On parle de la même chose. Et donc on va jusqu'au bout. Le deuxième, c'est qu'on a développé des principes d'accompagnement et de preuve, c'est-à-dire comment accompagner les clients. Si vous allez sur le site SNCF Réseau, vous trouverez tout un tas de petites plaquettes, dont une dernière qui montre exactement comment accéder à des demandes, comment finalement nous on peut simplifier cette complexité et faire en sorte que le parcours du combattant ne soit pas uniquement celui des opérateurs ou des chargeurs, mais ce soit quand même nous qui le traduisons. Donc avec le portail digital, par exemple, et on parlera peut-être tout à l'heure de Last Minute Request. Mais donc on a changé un petit peu cette manière de faire et cette manière d'accompagner. Et donc des preuves, on en a d'autres. On a beaucoup travaillé suite à un mouvement social au Bourget sur ce retour d'expérience qu'on présente aux opérateurs. On a beaucoup travaillé, on travaille encore sur la sûreté. Donc on n'attend pas les grands lendemains. On travaille tout de suite sur faire des flux nouveaux et régler des problèmes. Ça, c'est l'immédiateté. Et puis ensuite, c'est capter les besoins un peu plus long terme.
Tristan en a parlé. Donc on accompagne l'ensemble des parties prenantes, dont la DGITM aussi au passage et l'État, sur la mise en œuvre de financement pour développer le ferroviaire. Et rappelons qu'au travers de Ulysse Fret, le ferroviaire est bien servi. Bon, aujourd'hui, on a plus que doublé les montants des investissements liés à Ulysse Fret, que ce soit pour des voies de service, des triages, mais aussi, bien sûr, de l'ordre de 1 milliard pour dégager de la capacité et des gabarits, qui est une grosse attente des opérateurs ferroviaires du combiné. Alors, on a évoqué lors de la table ronde précédente le besoin un peu de réactivité lié aux évolutions de l'économie, et ça touche aussi forcément un peu le gestionnaire d'infrastructure, à qui on demande d'être dans un mode très industrialisé, très prévisible. On lui demande d'être un peu plus souple. Est-ce que c'est aussi un objectif? Qu'est-ce que ça induit pour le GI de telles demandes de la part des chargeurs et des opérateurs? Alors, le ferroviaire obéit à des lois très régulées, très processées, très anticipées, avec des étapes très formelles, avec un régulateur qui est présent et attentif, et c'est nécessaire. C'est-à-dire on ne ferait pas rouler 15 000 trains par jour avec des règles d'improvisation. Pour autant, ça ne correspond pas aux besoins du transport du combiné souvent. Donc on essaye quand même de faire du court terme. Parce qu'on parle de quelques flux par semaine, on ne parle pas souvent non plus de cadencement à la demi-heure ou au quart d'heure pour du TER. On parle de flux par semaine. Donc on essaye quand même d'aller vers ça. Mais pour combiner, si je devais résumer les choses, c'est de dire nous travaillons beaucoup plus en amont qu'avant. Et nous avons beaucoup plus de réservation de capacité dans les phases amont, dans ce qu'on appelle le préconstruit, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire plus 68% de réservation pour les trains de fret. Donc ce n'est pas anodin, c'est-à-dire on réserve de la capacité pour les trains de fret. On prévoit des bandes capacitaires dans les plans d'exploitation de référence qui sont des lieux de concertation. Donc je ne dis pas que ça permet de rendre toujours plus... en tout cas, ça donne une visibilité aux opérateurs et ça permet de trouver des solutions plus facilement. Voilà. Mais forcément, le compromis entre on veut un système industriel qui met plein de trains et qui les fait rentrer au maximum oblige à être très processé en amont, mais nous sommes capables de faire des flux en quelques mois et de travailler à leur mise en robustesse. Parce que souvent, quand on travaille comme ça à court terme, les premiers temps ne sont pas forcément robustes. Pour bien comprendre, vous élargissez la bande capacitaire pour pouvoir accepter des trafics supplémentaires de façon plus tardive, c'est ça? Alors, c'est surtout de la réservation, connaître les besoins et en réserver une partie. Ensuite, c'est donner de la visibilité, par exemple, donner la visibilité à 5 ans sur des origines, destinations et des flux, en disant voilà ce qui sera disponible, avec des bandes capacitaires, en disant vous pourriez passer par là. Ensuite, bien sûr, on a le travail avec les opérateurs, et on voit qu'il y a des endroits, des axes ou des demandes qui posent des questionnements, de travailler plus en profondeur sur des solutions. Par exemple, parce que c'est aujourd'hui qu'on en a parlé, il y a une demande avec le réseau allemand qui va faire beaucoup de travaux de passer par la France. Il va falloir faire un chantier spécifique pour aller travailler à des solutions côté français. Il y a, par exemple, entre Bordeaux et Toulouse, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de nouveaux services, et pourtant il y a une demande de faire quelques flux. Donc là, on va prendre les sujets en amont et on va essayer de travailler sur le fond à trouver des solutions. En optimisant l'usage de la capacité, voilà, y compris en optimisant celle pour les besoins de réseau. Et puis à plus long terme, on a les travaux d'investissement. Alors vous le rappeliez tout à l'heure, c'est un mode très d'anticipation, hein, de prévision, de préconstruction. Il y a deux phénomènes qui affectent un peu la performance du système. Il y en a plein, mais j'en prendrai deux, hein, un de chaque côté d'une certaine façon, les surréservations et les sillons travaux non utilisés. Comment on fait pour améliorer la performance du système en réduisant ces deux types de travers? Alors déjà, en les mesurant, et quand on regarde les dernières discussions qu'on a pu avoir avec les associations professionnelles, il y a une demande de mesure de la performance, voilà, par axe, en opérationnel, en allocation de sillons, en temps de parcours. Il y a une demande et il va falloir qu'on la mesure. Voilà, donc ça, je pense que ça, c'est un premier point. Il faut qu'on mesure pourquoi il y a des surréservations. C'est pas juste pour s'amuser. Si les gens font des surréservations, c'est que plus on est en amont, plus il y a une incertitude, plus on prend. Donc voilà. Alors il y a la surréservation, il y a aussi la restitution de capacité qui va avec, pour lequel le régulateur a mis un certain nombre de dispositifs, de plus en plus d'ailleurs, incitatifs ou pénalitaires, qu'il faut que l'on regarde. Mais ça, on va dire ça, c'est du correctif. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de regarder, et on va le faire avec
la surréservation par les opérateurs ferroviaires et la surréservation pour les besoins de la maintenance et des travaux, on va travailler dans des modes de type excellence opérationnelle, à regarder les causes racines, à les réduire, plutôt que de jouer uniquement sur le correctif par des pénalités. Alors, le mot de surréservation, vous parlez aussi de votre côté de surréservation de sillons travaux, c'est ça? Oui, il y a aujourd'hui une forme de surréservation qui est naturelle, historique, et qui est liée au fait qu'on ne sait pas toujours à 5 ans ce dont on aura besoin. Mais on ne la réduira pas à zéro. Par contre, on peut considérablement travailler, et surtout sur les axes tendus, à dire là, on va falloir trouver des solutions pour dégager de la capacité. Donc on va travailler sur ces axes-là. On a déjà commencé à travailler sur ces axes-là. Rémi, Tristan, une réaction à ces éléments finalement un peu nouveaux quand même, de travail sur la mesure de la performance, etc. Oui, c'est important pour nous et parce que, comme l'a expliqué Olivier, il y a le sillon qui est une demande de capacité, mais il y a après la circulation qui est le vrai ressenti de nos clients transporteurs ou chargeurs. Et donc on mesure au jour d'aujourd'hui assez bien la performance sillon, mais au jour d'aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive, et on a eu encore une discussion ce matin sur le sujet, qu'on arrive à avoir des indicateurs sur la circulation. La circulation, c'est la vraie vie pour les transporteurs routiers et les chargeurs. À quelle heure leur caisse part, à quelle heure elle arrive. Donc à un moment donné, il faut absolument qu'on progresse tous ensemble et qu'on puisse donner à nos différents partenaires des indicateurs qui leur donnent confiance pour venir faire du report modal. Merci beaucoup, on continuera le dialogue tout à l'heure. Je vais continuer le tour avec Antoine Berbin. Il y a pas, dans le transport combiné, il n'y a pas que le rail, il y a aussi le fleuve. Aropa est en plein développement, comme les chiffres le montraient tout à l'heure. Quelques éléments pour nous montrer que la dynamique de l'axe Seine. Merci beaucoup. La première chose que je voudrais dire, mais j'enfonce un peu une porte ouverte, mais l'enjeu qui est le nôtre, c'est d'arriver à convaincre les chargeurs que les solutions multimodales sont fiables, sont efficaces, sont compétitives, et c'est un travail d'équipe, puisqu'on a tous un petit bout du sujet dans notre besace, et il faut qu'on progresse ensemble. C'est notamment pour ça qu'avec SNCF Réseau, on a un partenariat structuré pour réfléchir à 5 ans, pour réfléchir à 10 ans, et on a le même type de partenariat avec Voies Navigables de France parce qu'il faut qu'on fasse système et offrir de la capacité sur nos infrastructures. Je provoque un petit peu, mais ces accords, c'est pas simplement des bouts de papier, ça débouche sur des choses concrètes. Exactement, c'est un travail très fin. Un ou deux exemples cadencé dans l'année, savoir de combien de sillons de fret ferroviaire on a besoin pour atteindre nos objectifs et pour répondre à la demande notamment de croissance des flux via l'axe Seine, parce qu'un armateur comme MSC investit 1 milliard d'euros pour tripler la capacité de son terminal à conteneurs au Havre, savoir combien ça va générer de sillons ferroviaires et comment derrière on va s'organiser pour donner cette capacité, ça fait partie de nos travaux au quotidien. Et ça s'improvise pas, ça se voit à 5 ans, ça se voit à 10 ans, c'est le partenariat qui nous anime avec SNCF Réseau. Le premier métier qui est le nôtre, dans les ports, c'est de fournir des infrastructures efficaces et de fournir aussi du foncier sur lequel peuvent s'installer les chargeurs, les logisticiens pour développer des solutions multimodales, puisque par nature, nos ports sont multimodaux et qu'il vaut mieux être au pied des pistes en fait, pour bénéficier des solutions multimodales. Pour ça, à l'échelle d'Aropa Port, on a investi sur les 6 dernières années, 1 milliard d'euros. Et dans notre prochain projet stratégique, on investira 1,2 milliard d'euros sur les 5 prochaines années, donc de 2026 à 2030. Quelques exemples de travaux en cours pour certains. Le premier peut-être le plus emblématique, celui que on attend depuis quand même un moment au Havre, c'est la chatière adressée donc au fluvial, donc une infrastructure qui permet aux barges depuis la Seine d'accéder directement au quai maritime de Port-de-Mille pour charger sans rupture de charge leurs bateaux et donc gagner ainsi en compétitivité par rapport à la route sur un marché qui est naturellement la desserte du bassin parisien et du marché parisien, derrière le port du Havre, dont on connaît très bien le nombre de kilomètres à parcourir par la route, dont on connaît donc le prix cible qu'il faut atteindre pour le fluvial pour devenir compétitif ou encore plus compétitif par rapport à la route. Donc quand on fait une infrastructure comme la chatière qui coûte 200 millions d'euros et qui sera mise en service à la fin de l'année 2027,
on donne du gain de capacité et du report modal au fluvial par rapport à la route sur l'agglomération parisienne. Premier exemple. Deuxième exemple, de façon un peu contre-intuitive, on investit aussi pour que nos routes soient de meilleure qualité, parce que le transport combiné, il y a toujours un camion à un moment donné, et ce camion, il doit pouvoir circuler de façon simple. Et donc, c'est une opération, en l'occurrence, qui est sous maîtrise d'ouvrage de l'État, mais qu'on accompagne financièrement, qui est la desserte routière directe depuis le réseau routier national du port de Bonneuil-sur-Marne, qui est une de nos plus importantes plateformes dans l'agglomération parisienne, située dans le Val-de-Marne, qui aujourd'hui n'est desservie que par des routes départementales et donc avec un nombre considérable de camions, quelque part, qui doivent circuler sur ces routes départementales, traverser les agglomérations dans l'inconfort collectif. Et donc c'est 200 millions d'euros et on apporte 35 millions d'euros à l'État pour boucler le budget, qui permettront dès fin 2028, au port de Bonneuil-sur-Marne, de disposer d'un accès routier performant qui viendra donc améliorer la compétitivité du transport combiné, fluvial et ferroviaire, sur le port de Bonneuil-sur-Marne. Donc ça, c'est la partie infrastructure au travers de ces deux exemples sur lesquels on investit. Mais on investit également, je le disais, pour développer l'offre foncière, pour installer des chargeurs au pied des pistes multimodales. Un des plus beaux exemples, je trouve, chez nous de ces dernières années, c'est l'installation d'IKEA sur le port de Limay-Porcheville, qui construit donc un nouveau centre de distribution client pour desservir l'agglomération parisienne, mais bien au-delà, en fait, tout l'ouest de la France, et qui va, en s'installant sur le port de Limay, livrer par le fleuve l'agglomération parisienne pour échapper aux problématiques de congestion routière en entrant dans l'agglomération parisienne. Donc quand vous êtes parisien, ou vous habitez à côté de Paris et que vous commandez chez ce fabricant de meubles, vous serez livré par la Seine. Votre canapé ou votre armoire sera dans une caisse en aluminium, transportée par la Seine entre Limay et Paris, puis reprise dans Paris sur un petit camion électrique pour une livraison chez vous. Donc là, on voit aussi que la multimodalité s'applique à la logistique urbaine, en l'occurrence, et à la logistique de distribution des villes, et pas uniquement à la longue distance comme on le pense parfois. Ikea s'y est mis tardivement, mais le commerce électronique, c'est déjà 30% de leur chiffre d'affaires, c'est ça ? Alors d'après, oui, je ne sais pas si ce sont des chiffres publics, enfin bon, vous les avez. Donc, voilà, ça y est, ils sont publics. Ouais, la particularité d'IKEA, je crois, c'est que leur fondateur, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, était très opposé au e-commerce. On connaît tous le modèle des magasins IKEA de périphérie. Et donc ils s'y sont mis sur le tard. Voilà. Et ils sont partis avec nous. Et l'agglomération parisienne est un gros marché pour eux. Et donc ils sont partis avec nous, ils avaient 9% de part de leurs ventes qui étaient des ventes en e-commerce. Et en 5-6 ans, ils sont déjà à près de 30%. Voilà. Donc c'est très important avec un nouveau terminal qui sera mis en service d'ici la fin de l'année, je crois, hein, c'est ça ? Ouais. Juste à propos de terminal, j'ai oublié de poser la question à Olivier Bancel, parce que ça a été évoqué par le GNTC. C'est un peu le nerf de la guerre, les terminaux pour le transport combiné. Réseau est attentif aussi aux conventions d'occupation, à faire venir des investisseurs. C'est un chantier important pour les gestionnaires d'infrastructures. Oui, c'est même essentiel, hein, j'ai bien compris ça, on a bien compris ça. Et je réinsiste, pas que, quand on regarde bien, il faut bien regarder toute la chaîne des besoins, mais oui, et donc nous on en a une quinzaine, je crois, qu'on gère et qu'on met à disposition, avec des réflexions actuelles pour faire évoluer le modèle, parce qu'il y a des demandes et des réflexions de faire évoluer le modèle de mise en concession, en occupation de ces chantiers, pour des questions de financement, de droit, de capacité à assurer son propre développement. On observe aussi un développement des chantiers privés. Moi aujourd'hui j'en ai entendu déjà plusieurs dire tiens, on va faire ceci ici, ceci. Et puis il y a un petit point aussi, il faut qu'on se penche sur la coactivité sur les sites. Elle n'est pas toujours très efficace. Je pense que mon voisin ne me contredira pas. Il y a des enjeux de sécurité et d'exploitabilité sur les lieux multi-occupés. Tristan, le regretté Jean-Claude Brunier clamait libérer les terminaux. On est sur la bonne voie ou pas ? Oui, on est sur la bonne voie. Je voudrais revenir 2 minutes, si vous me le permettez, Gilles. Ça fonctionne. Hein. On a des indicateurs qui indiquent qu'on fait 96% de produce to plan, 80 un peu plus sur la marge. Donc on est quand même dans un modèle complexe, mais qui est fonctionnel.
Pour revenir sur le libérer les terminaux, oui, ça progresse. La vitesse d'un escargot lancé au galop, si vous me passez l'expression, mais c'est sur la bonne voie. La vitesse, pas tout à fait la bonne. Hein. L'urgence, sans tomber dans le cliché de l'urgence climatique, il y a besoin qu'on accélère quand même franchement, là où aujourd'hui les choses se mettent progressivement en place, mais ça fait 5 ans qu'on demande que ça... un peu longué, mais oui, c'est sur la bonne voie. Donc le message, c'est qu'il faut aller plus vite encore, c'est ça? Faut y aller et il faut y aller. Et voilà. c'est entendu par Olivier? Oui, parce que c'est partagé. Juste avant de donner la parole à Nicolas Giraud, parce qu'on a entendu 2G sur l'infrastructure, juste les investissements qui sont importants d'Aropa, ils sont faits parce que vous avez développé vos revenus ou parce que vous le faites par endettement? Comment vous réalisez ces investissements? Alors, donc, je vais remercier tous nos cofinanceurs, puisque vous me tournez la perche, Gilles. J'ai fait le bilan récemment avec l'aide de notre directeur général financier, administratif et financier. Sur les 1 milliard qu'on a investi sur les 6 dernières années, on a autofinancé 73%. Et le reste, c'est effectivement des subventions qui nous sont allouées par l'État et les régions principalement, et un petit peu l'Europe. Donc État et région dans le cadre du contrat de plan interrégional de la vallée de la Seine. C'est donc les 2 régions, Normandie et Île-de-France, qui participent également à nos cofinancements. Donc 73% d'autofinancement sur les 6 dernières années. C'est très important. L'irruption des régions, Olivier, Rémi, Tristan, c'est important aussi de noter qu'elles s'en préoccupent de plus en plus, en tout cas certaines d'entre elles. Peut-être Olivier. On pense notamment au Centre Val-de-Loire à Normandie que vient de citer. Il y a des régions qui sont très, évidemment, il y a des régions qui sont très attentives à leurs chargeurs sur des aspects, notamment sur les capillaires fret, par exemple pour les enjeux céréaliers, etc. Donc, on va dire l'État, les régions sont présents. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif au fait qu'elles continuent à l'être, effectivement, qu'elles comprennent bien la difficulté. Et vraiment le sens de ces modèles, pourquoi c'est important d'aller dans ce sens-là. Donc oui, elles sont présentes dans beaucoup de cofinancements qui touchent au fret. Merci. Alors là, on a abordé j'allais dire, les éléments concrets de ce développement du multimodal et du transport combiné. J'ai demandé à Nicolas Giraud justement de faire peut-être un pas de côté et puis nous dire du haut de sa fonction de développement et de stratégie à Rail Logistique Europe, comment il envisage ce marché du combiné. Alors peut-être d'abord dans une envergure européenne, Nicolas. Allez, c'est parti. Donc avant, peut-être une petite confidence puisqu'on est entre nous 6 là pour dire que je suis le plus heureux des hommes puisque j'ai 2 clients autour de la table. Donc si je dis du bien, ne soyez pas surpris. Il est probable que ce soit sincère. Bon voilà, ils se reconnaîtront. Donc ceci dit, Rémi nous a très bien présenté les chiffres du combiné qui montrent qu'il y a une reprise en 2025 malgré une économie qui était fragile. Moi j'ai 2 convictions assez fortes, ça va mieux en le disant. Un, c'est que l'avenir du ferroviaire, du fret ferroviaire, de toute façon, c'est le combiné. Et on va étayer ça avec quelques chiffres. Et le deuxième, le développement sera quand même international ou il ne sera pas. Alors nous, on a regardé quelques chiffres. Aujourd'hui, on imagine sur les 10 prochaines années, ça c'est corroboré par un certain nombre d'études, le conventionnel va continuer à progresser, mais probablement à la vitesse des économies. En gros, les PIB en Europe sur les 10 prochaines années, c'est plus 1,5%. Le conventionnel, ça va faire un petit peu mieux parce qu'on est des gens optimistes, autrement on ne ferait pas ce métier, donc on va dire 1,6 ou 1,7. Le combiné, d'après tous les experts, c'est 3 fois plus. Ça va être plus 4,5%. Par an. Par an. Voilà, ça c'est que de la top line. Après, il y a l'effet prix qu'on essaiera de passer à nos clients. Mais voilà, ça c'est l'effet volume. Ça c'est peut-être la première chose. Le développement international, pourquoi ? Déjà aujourd'hui, vous avez un tiers des flux longue distance qui se passent des frontières. Et de toute façon, nativement, le fret ferroviaire est super efficace. Il est évidemment tout le temps, mais il est encore plus quand il y a la longue distance. À partir de 500 km, j'allais dire c'est jackpot, il faut voir, mais c'est là où les rendements croissants du ferroviaire permettent vraiment de commencer à délivrer des économies d'échelle. Aujourd'hui, vous avez quand même 27 000 camions qui franchissent la frontière espagnole tous les jours. Alors moi, je ne veux pas opposer la route et le ferroviaire parce qu'on a absolument besoin des deux pour y arriver. Enfin voilà, si tous ensemble, on arrive à prendre une petite partie de tout ça, mais on va y arriver parce qu'on a parlé de ce que fait SNCF Réseau, qu'on salue tous.
Côté Adif, côté espagnol, ils sont en train d'investir 11 milliards d'euros dans les infrastructures, dans les voies UIC, justement pour développer cette part de marché. Le fret ferroviaire en Espagne, historiquement, c'est 3%. Quelque part, vous en avez pour votre argent, hein. L'État espagnol n'avait pas investi. Aujourd'hui, ils sont en train de rattraper ça à marche forcée. Donc ça va être à nous aussi, de notre côté, d'être en mesure de répondre à la capacité espagnole de faire 27 trains par jour de fret ferroviaire via le tunnel du Pertu. Alors moi, je suis toujours un peu, par nature, un peu sceptique devant les prévisions parce que parfois ça ne marche pas. Qu'est-ce qui pourrait crédibiliser que ces prévisions seront tenues et qu'effectivement il y aura des augmentations aussi fortes que celles qui sont, que vous venez de chiffrer? Alors on peut se donner rendez-vous dans 10 ans, mais peut-être une réponse un peu plus court-termiste. Patrick Bruel, c'est pas très à la mode. Hein, voilà, donc je suis d'accord. Donc réponse plus court-termiste, vous avez parlé tout à l'heure d'e-commerce. Le client e-commerce ou le géant du e-commerce qu'on connaît tous ici, c'est parfois un fournisseur à nous, c'est Amazon. Amazon qui ne sont pas forcément des philanthropes, j'espère qu'ils ne sont pas autour de la table, mais c'est de toute façon un compliment. Amazon, il ne faisait pas de ferroviaire il y a 4 ans. Aujourd'hui, il va faire pour nos autoroutes ferroviaires qu'on fait chez RLE avec l'opérateur Viard, je ne sais pas s'ils l'ont fait chez vous, mais ça va venir. Nous, il est passé en 3 ans de 0 à 20 000 semis ou conteneurs par an. Voilà, si des gens comme Amazon commencent à s'intéresser aux combinés, c'est-à-dire que notre histoire, elle suscite des envies. Après, à un moment, on va se faire rattraper par la réalité de l'économique. Aujourd'hui, la route ne paye pas ses externalités, tant mieux. Le ferroviaire, lui, génère des externalités positives. Il faudrait qu'on arrive à expliquer aussi aux chargeurs, plutôt qu'expliquer nos complexités, parce qu'on est très fort pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, ce que génère le fret ferroviaire à chaque fois qu'on met un camion sur nos trains. Aller sur une distance de 1000 km, c'est à peu près 800 € d'externalités positives dégagées pour la société. Ce n'est pas que du CO2, hein. Le CO2, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, c'est très important, mais c'est les problèmes de congestion routière. Il manque aujourd'hui 400 000 conducteurs, transporteurs routiers tous les jours en Europe. Alors voilà, on ne veut pas faire le travail de la route, on a absolument besoin d'eux, c'est les prescripteurs. Moi, je ne dis pas que je veux moins de camions sur les routes, je veux plus de camions sur nos trains. Et s'il y avait à privilégier 3 leviers principaux, parce qu'on a bien vu les obstacles. Alors je dirais le premier, on aura un petit travail d'industrialisation. Alors ça tombe bien parce que je vois que c'est marqué là-haut. Schéma du combiné, classiquement, c'est 5 allers-retours semaine, ça fonctionne assez bien. Nous, on s'est rendu compte sur d'autres produits, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, Rémi et Tristan. Quand on commence à pouvoir proposer 2, 3, 4 allers-retours jour sur une OD, là, ça change un peu la donne, ça change le paradigme. Parce que pour le client, ça devient du TER quelque part. Mais il rate un train, de notre faute ou de sa faute, il y en a un qui attend 3 ou 4 heures après. Donc nous, sur le boulot, avec notre technologie, on peut également embarquer des semis non préhensibles, parce que malheureusement, le marché, c'est 90% de semis non préhensibles. Voilà, on fait 27 allers-retours par semaine. Alors, ce n'est pas extrapolable partout, hein, on est très clair. Mais cette idée d'industrialisation, à mon avis, c'est une bonne idée. C'est un peu ce qui a été fait aussi sur les Dourges Avignon côté Rémi. Mais côté entreprise ferroviaire que je représente aussi, il va falloir faire notre boulot. C'est-à-dire, nous aussi, il faut qu'on se concentre sur certains corridors. Il y a 3 ou 4 énormes corridors en Europe qui drainent la moitié des volumes transfrontaliers. Tout ce qui est Allemagne-Espagne, gigantesque. Tout ce qui est zone ARA sur Pologne et tout ce qui est ARA-Italie, ça c'est 35 milliards de tonnes kilomètres. C'est les plus gros corridors. Là, il faut que les EF, les entreprises ferroviaires, fassent leur boulot dans une logique de corridor, de saturation des moyens. Quand un conducteur rate un train, il peut rejouer pour prendre un train qui est 3 heures plus tard. On mutualise la maintenance, on génère des économies d'échelle. Voilà, et là, on change un peu de dimension. Voilà. Donc il faut aussi qu'on accompagne les opérateurs. C'est ce qu'on essaie de faire de notre côté. Une mesure de court terme, facile à prendre. Alors, là, on voit bien dans tout ce que vous dites que c'est des efforts, j'allais dire de moyen long terme, avec des efforts d'investissement, d'industrialisation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à plus court terme? Alors court terme, je pense qu'on est bon dans le savoir-faire. Dans le faire savoir, on n'est pas encore extraordinairement fort. C'est-à-dire qu'on fait plein de belles choses. Parce qu'un train de combiné, quand il est en retard, c'est Tetris pour ces messieurs. C'est un problème, 40 solutions à trouver pour les camions. Il faut qu'on arrive à montrer non pas les problèmes qu'on a, rendre un peu invisible le mode, mais montrer tous les avantages qu'il y a à faire du fret ferroviaire. On n'est pas très lisible en cartographie européenne. Moi, j'imagine un chargeur qui veut faire du combiné, il y en a tout plein. Mais ils disent, mais par où je commence? Alors, est-ce que c'est les EF? Est-ce que c'est Froid Combi ou Novatrans ou Via ou Combi Faircare ou d'autres? Ils sont tous très bien, hein.
Et voilà, il manque aussi probablement une cartographie européenne. Je pense qu'au niveau du GNTC, c'est ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, un tiers à 40% des volumes vont passer des frontières. Il faut qu'on arrive à proposer des alternatives aux chargeurs, communiquer correctement sur ce qu'on fait. En France, à mon avis, on fait 400 trains de combinés à peu près par jour. Personne ne le sait, à part vous deux. Voilà, on transporte peut-être 3-4 millions de VP, je ne sais pas si vous avez fait le calcul par an. C'est une belle performance, donc ça doit susciter des envies. Encore faut-il le faire savoir. Merci. Est-ce que parce que je vous entends avec Amazon, est-ce que le transport combiné, c'est un peu comme le foot, il est tiré par les grands clubs. Est-ce que le transport combiné, il peut être tiré par des grands acteurs comme Amazon ou comme des armateurs? Qu'est-ce que vous pensez de ces pistes de développement? On a beaucoup parlé des armateurs, notamment pour les terminaux. Pour l'instant, ce n'est pas complètement aussi fort en France qu'en Espagne notamment. Quel est votre avis, Tristan? Non, je crois que le transport combiné, c'est vraiment le modèle d'avenir, dans le sens où on fait une coalition avec des mondes qui n'étaient pas censés se rencontrer. La route, le rail, la barge, les petits transporteurs. On a des clients qui sont tout petits, qui font 1 ou 2 camions par jour et qui pour autant ont développé ce business model autour du combiné, qui ont réussi leur business, leurs entreprises. Il y a évidemment des très grands groupes qui sont également clients du transport ferroviaire. Amazon en est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc non, moi je pense qu'il ne faut pas tout miser sur la carte compagnie maritime multinationale, ni sur la carte. C'est vraiment la mixité totale. Nicolas prenait l'exemple d'un TER. Un TER, c'est exactement l'exemple. Il y a des PDG qui prennent le TER pour se rendre au travail, aussi bien que des ouvriers. Donc inutile d'opposer, on a besoin de toutes les bonnes âmes. Donc le transport combiné par nature est œcuménique et doit accueillir tout le monde, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Le temps passe très vite. Des questions, des remarques à formuler? Il suffit de lever la main. Souvent, ça veut dire que vous avez été parfait. Donc 1, 2, 3, pas de... Je vois pas de main se lever, non? Je vais vous donner à chacun un peu le mot de conclusion. On va attendre encore un tout petit peu avec les applaudissements. Le mot de conclusion, Rémi, moi j'entends là depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'envie, il y a des investissements, il y a des remises en cause. Ça fourmille par rapport à une époque où il y avait quand même le rapport critique et perspective d'évolution était un peu inverse. Tout ce qui a été dit est totalement parfait. Il y a une vraie dynamique au jour d'aujourd'hui. Moi, je tiens à rajouter 2 points pour bien signaler que le report modal, c'est la solution. Au jour d'aujourd'hui, et Nicolas le disait très bien, on manque de conducteurs, que ce soit en France ou en Europe. Dans les années à venir, ça va devenir de plus en plus complexe, que ce soit en Pologne, de partout, en France. Donc, le report modal, c'est la solution. Ensuite, et malheureusement pour nos partenaires, qui sont notamment au GNTC transporteurs routiers, les aléas géopolitiques font qu'au jour d'aujourd'hui, on a des soucis, notamment dans les prix du carburant, qui deviennent très très chers, qui devient insupportable pour nos transporteurs routiers. Et ça nous peine parce que ce sont nos partenaires et c'est avec eux qu'on doit travailler. Donc la solution, là aussi, c'est le report modal. Donc la période est tout à fait propice. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu court, Olivier, pour voir s'il y a déjà une répercussion de la hausse des prix du gazoil sur les trafics. Potentiellement, ça pourrait servir quand même le transport ferroviaire et le transport combiné? Alors, je ne sais pas répondre à ça, honnêtement, et je pense que même autour de la table, je ne suis pas sûr qu'on sache exactement prédire l'avenir. On peut se dire, tiens, ça doit encourager le report modal. Mais ce qu'on sentait, ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une telle demande de ce mode de transport qu'aujourd'hui, il faut plutôt trouver des solutions que d'aller chercher des demandes. Voilà, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Et donc pour nous, l'objectif, il est vraiment de transformer notre capacité à montrer qu'on sait parfaitement accompagner, simplifier et continuer à donner des preuves et délivrer des solutions, voilà, à court terme. Je voudrais juste terminer par, à long terme, il faut absolument qu'on garantisse des investissements sur le réseau sous quelque forme que ce soit la régénération, parce que voilà, mais également des investissements pour dégager de la capacité ou du gabarit. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi vital, parce que là, c'est un peu plus c'est long, moyen terme. Voilà.
Antoine, la situation internationale vous inquiète ou vous laisse penser que ça peut être une opportunité? Je veux dire, est-ce que la réduction du trafic peut diminuer un peu les volumes, ou est-ce qu'au contraire, l'augmentation du prix de l'énergie, du gasoil, peut vous rassurer quant à l'utilisation de... Je crois qu'on est tous un peu inquiets par la situation internationale. Donc personne ne se réjouit de la situation nationale, même si on dit qu'il n'y a pas de crise dont on ne peut pas profiter, mais ce n'est pas du tout notre façon de voir les choses. Moi, je crois vraiment dans le développement du transport combiné, je crois vraiment aussi dans le développement du report modal, y compris pour le vrac. On voit qu'on progresse, je pense qu'on aura totalement atteint notre objectif quand la salle sera pleine de chargeurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des chargeurs parmi vous dans la salle, ou si nous avons plutôt des opérateurs. Est-ce que les chargeurs peuvent lever la main? Voilà. Ah, il y en a un, deux, voilà. trois chargeurs. Voilà, donc merci d'être là. Et quand la salle sera pleine de chargeurs, on aura vraiment gagné, je crois. Voilà. Je crois que ça va faire office de mot de conclusion. Merci à vous d'avoir assisté à cet échange. Dans un quart d'heure, le 3e volet de ce Multimodal Day. Merci messieurs et bonne fin de journée. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.